Il y a une chose que personne ne vous dit sur la vieillesse. Pas les médecins, pas les livres. Pas vos enfants bien intentionnés qui s'inquiètent pour vous et vous appellent le dimanche pour vérifier que vous allez bien. Cette chose, je l'ai comprise un mardi matin ordinaire, assise sur mon balcon avec mon café, en regardant mes géraniums. Pas pendant une crise. Pas pendant un moment difficile. Pendant un moment parfaitement ordinaire, tranquille, silencieux. Et cette chose a changé la façon dont je vis chaque journée depuis. Je ne vous la dis pas encore. D'abord, je dois vous raconter comment j'en suis arrivée là, parce que cette compréhension n'est pas venue facilement. Elle est venue après des erreurs, après des années à chercher au mauvais endroit, après avoir cru des choses qui semblaient vraies et qui ne l'étaient pas. Je m'appelle Hélène, j'ai 79 ans, j'ai été enseignante pendant 35 ans, j'ai élevé 2 enfants. J'ai aimé un homme pendant 46 ans et je l'ai perdu un matin de mars dans la pièce à côté pendant que je faisais du café. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, la plupart des femmes de mon âge ne le réalisent jamais. Pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, parce que personne ne leur a posé la bonne question. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que la dernière chose que je vais vous dire est celle que j'ai mis le plus longtemps à comprendre. Et c'est précisément celle qui change tout. Quand Michel est mort, les gens autour de moi ont eu des réactions prévisibles. Thomas, mon fils, voulait que je vienne vivre chez lui. Ma belle-fille Isabelle proposait des solutions pratiques avec ce sourire bienveillant qu'elle a quand elle essaie de régler quelque chose qui ne se règle pas. Mes connaissances me regardaient avec cette expression particulière, ce mélange de pitié et de soulagement que les gens ont quand le malheur tombe sur quelqu'un d'autre. Tout le monde avait une idée sur ce que je devais faire. Personne ne m'a demandé ce que je ressentais vraiment. Et ce que je ressentais vraiment était ceci. Pas seulement du chagrin, pas seulement de la solitude, quelque chose de plus complexe, de plus difficile à nommer. Une espèce de désorientation profonde, comme si les coordonnées de ma vie avaient changé pendant la nuit et que je cherchais mes repères dans un espace que je ne reconnaissais plus tout à fait. Pendant 46 ans, ma vie avait été organisée autour de quelqu'un d'autre, pas de façon oppressante, pas de façon malheureuse. Simplement Michel était là, et sa présence donnait une forme à tout le reste. Les repas avaient une heure parce qu'ils rentraient à une heure précise. Les week-ends avaient une texture particulière parce qu'on les vivait ensemble d'une certaine façon. Même mes silences avaient une qualité différente parce qu'ils existaient en relation avec quelqu'un. Quand il est parti, ce n'est pas seulement lui qui a disparu. C'est la structure invisible qui tenait tout. La première année, j'ai fait ce que font les gens dans ces moments-là. Je me suis occupée. J'ai rangé ses affaires, progressivement, à mon rythme. J'ai répondu aux lettres de condoléances. J'ai accepté les invitations à dîner chez Thomas et Isabelle parce que je sentais que ça les rassurait. J'ai souri quand il fallait sourire et pleuré quand j'étais seule, tard le soir, dans cette cuisine trop grande pour une seule personne. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai commencé à sentir quelque chose. Une fatigue particulière, pas la fatigue du corps, la fatigue de faire semblant d'aller dans une direction alors qu'on ne sait plus très bien où est la direction. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre la première chose. La première chose, votre corps est votre première liberté. Je sais, ça semble évident, ça semble même un peu banal. Attendez, un matin, environ 8 mois après la mort de Michel, je me suis réveillée et avant même d'ouvrir les yeux, j'ai pensé « Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui ?» Pas à quelque chose de particulier. À la journée, à me lever, à faire les gestes simples, à traverser les heures sans que le corps proteste trop fort. Ce matin-là, mon épaule me faisait mal. Mon dos était raide comme du bois. Mes genoux, en posant les pieds par terre, ont émis ce petit craquement sec qui vous rappelle chaque matin que vous avez 79 ans et que votre corps garde la mémoire de tout ce que vous lui avez fait traverser. Et là, dans cet instant précis, j'ai compris quelque chose d'important. La liberté n'est pas une idée abstraite. La liberté, à mon âge, c'est pouvoir se lever sans aide. C'est faire son café sans réfléchir à comment tenir la casserole.
C'est descendre les escaliers sans s'accrocher à la rampe des deux mains. C'est aller sur son balcon arroser ses géraniums parce qu'on en a envie, pas parce qu'on est encore capable de le faire, mais à peine. J'avais passé des années à ne pas y penser. Le corps était là, il fonctionnait, je ne lui accordais pas beaucoup d'attention. Comme on n'accorde pas d'attention à l'électricité tant qu'elle marche, et puis un matin, la lumière vacille, et on réalise à quel point tout dépendait de ça. Depuis ce matin-là, j'ai changé quelque chose. Pas grand-chose, pas de révolution, de petites choses, répétées chaque jour avec une intention que je n'avais pas avant. L'eau tiède avec du citron avant tout le reste. Pas parce que quelqu'un me l'a prescrit, parce que mon corps, après quelques semaines, m'a dit que ça lui faisait du bien et que j'ai appris à écouter ce qu'il dit. Les mouvements doux le matin avant de me lever vraiment, les chevilles, les poignets, les épaules, ce petit dialogue silencieux avec chaque articulation pour lui demander comment elle va et lui dire qu'on va avancer ensemble doucement. La lumière. Chaque matin après le café, je sors sur mon balcon même quand il fait froid, même quand le ciel est gris. 10 minutes, 15 parfois, face à la lumière naturelle, avec mes géraniums autour de moi. Mon médecin m'a dit il y a 2 ans en regardant mes analyses, « Hélène, vos résultats sont meilleurs que ceux de beaucoup de personnes 20 ans plus jeunes que vous. » Je lui ai dit, je prends soin de mes matins. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'obsession, c'est simplement ceci, quand le corps fonctionne, le reste est possible. Quand il ne suit plus, même les petites joies deviennent compliquées. Et les petites joies, à mon âge, c'est tout ce qui compte vraiment. Mais voilà ce que j'ai compris ensuite. Et ça m'a pris plus longtemps à comprendre que le reste. La deuxième chose, la sécurité n'est pas un luxe, c'est une fondation. Je vais vous parler d'argent. Je sais que ce n'est pas un sujet dont on parle facilement. On nous a appris que l'argent, ça ne se dit pas, ça ne se montre pas, ça ne s'avoue pas. Mais à 79 ans, j'ai décidé que la pudeur mal placée ne m'intéressait plus. Voici la réalité. Pendant les mois qui ont suivi la mort de Michel, j'ai eu peur. Pas une peur dramatique, une peur sourde et constante, comme un bruit de fond qu'on entend même dans le silence. La peur de ne pas s'en sortir, la peur que les comptes ne couvrent plus le loyer et les charges et les médicaments et le reste. La peur de dépendre de Thomas, de devenir un poids pour mes enfants, de perdre le peu d'autonomie qui me restait. Cette peur-là, personne n'en parle. On parle du deuil affectif, on parle de la solitude, on parle du vide laissé par quelqu'un qu'on a aimé. Mais le deuil financier, le réajustement brutal quand une pension devient 2, quand les habitudes économiques construites à 2 s'effondrent du jour au lendemain, ça on en parle très peu. J'ai dû apprendre à refaire un budget à 73 ans. J'ai dû regarder mes comptes d'une façon que je n'avais pas regardée depuis des décennies. J'ai dû faire des choix, renoncer à certaines choses, garder d'autres, comprendre ce qui était nécessaire et ce qui était habitude. Ce n'était pas humiliant, c'était simplement difficile. Et ce que j'ai compris au bout de ce processus-là, c'est ceci. La sécurité financière n'est pas une question de richesse. C'est une question de tranquillité d'esprit. Savoir que le mois prochain est couvert, que les soins sont accessibles, que le loyer est payé, ça libère quelque chose dans la tête. Ça enlève un poids dont on ne mesure l'ampleur que quand il disparaît. J'ai vu des femmes de mon âge avec des moyens très modestes vivre dans une sérénité réelle parce qu'elles avaient appris à calibrer leur vie à leurs ressources sans honte et sans manque permanent. Et j'ai vu des femmes avec beaucoup plus vivre dans une inquiétude constante parce qu'elles n'avaient jamais appris à se sentir en sécurité de l'intérieur. La sécurité n'est pas un chiffre sur un compte, c'est un rapport à ce qu'on a. Un accord avec soi-même sur ce dont on a vraiment besoin. Et quand on trouve cet accord, quelque chose change profondément dans la façon dont on vit chaque journée. Mais même avec ça, il manquait encore quelque chose que j'avais sous-estimé pendant des années. La troisième chose, la routine n'est pas une prison. C'est ce qui tient votre esprit. Après la mort de Michel, mes journées avaient perdu leur forme. Ce n'était pas visible de l'extérieur. Je me levais, je mangeais,
Je faisais les gestes nécessaires. Mais à l'intérieur, quelque chose avait perdu sa cohérence. Les heures se ressemblaient. Les jours se fondaient les uns dans les autres. Le dimanche ressemblait au mercredi. Le matin ressemblait à l'après-midi. J'avais perdu mes repères sans m'en rendre compte. Et voilà ce que j'ai découvert. La routine qu'on avait construite avec Michel pendant 46 ans n'était pas sa routine ou ma routine. C'était notre routine. Et quand il est parti, elle est partie avec lui. J'ai dû en construire une nouvelle. Une routine à moi, pour moi, qui n'appartenait qu'à moi. Ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait en une semaine, ni en un mois. Mais lentement, des habitudes se sont installées. L'eau citronnée au réveil, les mouvements doux avant de se lever, le café sur le balcon avec les géraniums, la lecture d'une page ou deux, pas les informations, quelque chose d'apaisant, un passage d'un livre que j'aime, avant que la journée commence vraiment. Le mardi avec Agnès autour d'un café. Le mercredi avec Karim qui monte prendre le thé. L'appel de Sophia le dimanche, ma petite fille, cette voix jeune qui entre dans l'appartement comme une lumière. Ces choses semblent petites. Elles ne le sont pas. Elles sont la colonne vertébrale de mes journées. Elles sont ce qui donne aux heures une forme reconnaissable, ce qui me permet de me réveiller le matin en sachant que la journée a une structure, un rythme, une continuité. Sans routine, les journées ne sont pas libres. Elles sont vides. Et le vide, à notre âge, n'est pas de la légèreté. C'est un poids. Une bonne journée n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Elle a juste besoin d'exister, d'avoir une forme, d'être reconnaissable. Et quand vous avez ça, quelque chose se stabilise dans l'esprit. Mais la routine seule ne suffit pas. Et c'est là que beaucoup de femmes de mon âge s'arrêtent, sans comprendre pourquoi elles se sentent encore vides, malgré tout. La quatrième chose, avoir une raison. Pas une grande raison, une vraie raison. Je vais vous raconter une chose. Quelques mois après la mort de Michel, une voisine m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que ça allait. Elle m'a regardé et elle a dit « Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées ?» J'ai réalisé que je n'avais pas de réponse claire. Je remplissais les journées. Je ne les vivais pas vraiment. Il y a une différence. Remplir une journée, c'est faire des choses pour que les heures passent. Vivre une journée, c'est avoir quelque chose qui vous attend, quelque chose qui a besoin de vous, quelque chose qui donne une direction à votre présence dans le monde. Ce quelque chose n'a pas besoin d'être grand. Mes géraniums sur le balcon, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas symbolique. Ce sont de vraies plantes qui ont vraiment besoin d'eau et d'attention. Et chaque matin, quand je sors sur le balcon avec mon arrosoir, quelque chose les attend. Moi, c'est peu. C'est énorme. Karim, mon voisin du dessous, qui compte sur moi pour déposer ses enveloppes au bureau de poste chaque mardi pendant sa réunion en ligne. Ce service minuscule qui ne prend que 10 minutes, mais qui compte pour quelqu'un, qui me fait compter pour quelqu'un, les enfants de Leïla, la fille de Karim, qui frappent parfois à ma porte le week-end, en demandant si je veux jouer aux cartes avec eux. Ces 2 heures passées à leur apprendre la belote pendant lesquelles je me sens complètement utile, complètement présente, complètement moi. J'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne trouve pas le sens. On le crée. Et on le crée dans des choses petites, concrètes, répétées. Des choses qui ont besoin de vous. Des choses qui vous appellent le matin. Des choses qui font que votre présence dans le monde n'est pas neutre, qu'elle compte pour quelque chose ou pour quelqu'un, même à toute petite échelle. Quand vous avez ça, les journées ont un fil. Quand vous n'avez pas ça, même la routine la mieux construite peut se sentir creuse. Mais voilà, on arrive maintenant à la chose la plus importante, celle que j'ai mis le plus longtemps à comprendre, celle que la plupart des femmes de mon âge n'atteignent jamais vraiment. La 5e chose, apprendre à être bien seule avec vous-même. Je ne parle pas de solitude. Je parle de quelque chose de différent, de plus précis, de plus difficile. Je parle de ce moment où vous êtes seul, vraiment seul, sans télévision, sans téléphone, sans activité pour occuper les mains et l'esprit, et où vous n'avez pas peur, où vous êtes simplement là, avec vous-même, et où ça suffit. Ça m'a pris des années.
Pendant longtemps, le silence me faisait quelque chose de désagréable. Pas de la tristesse précisément, plutôt une espèce d'inconfort, comme quand on est dans une pièce dont les proportions ne sont pas tout à fait justes. On ne sait pas exactement ce qui ne va pas, mais on sent qu'on aimerait être ailleurs. Je remplissais le silence, avec la radio, avec la télévision que j'allumais sans vraiment regarder, avec des appels téléphoniques qui n'avaient pas vraiment de raison d'être, sinon de ne pas rester avec moi-même. Et puis, lentement, quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement quand. Il n'y a pas eu de moment précis, pas de révélation soudaine. C'est comme une lumière qui s'ajuste progressivement. Un matin, on réalise que la pièce est différente, mais on ne se souvient pas du moment où la lumière a changé. J'ai commencé à rester dans le silence, pas à le subir, à le choisir. Le matin sur le balcon, avec mon café et mes géraniums, sans rien d'autre. Juste moi, la lumière qui arrive, le bruit de la rue en bas, les plantes qui ne disent rien mais qui sont là. Ces moments sont devenus les plus précieux de mes journées. Pas parce qu'ils sont spectaculaires, parce qu'ils sont vrais. Dans ces moments-là, je suis exactement ce que je suis. Pas la mère de Thomas, pas la grand-mère de Sophia, pas l'amie d'Agnès ou la voisine de Karim, pas la veuve de Michel. Juste Hélène. Et Hélène, j'ai mis 79 ans à vraiment faire sa connaissance. La 6e chose, savoir lâcher. Il y a quelque chose dont personne ne parle vraiment. Pas les médecins, pas les livres de développement personnel, avec leurs couvertures colorées et leurs promesses en gros titres. Pas même les amis proches qui vous connaissent depuis longtemps. Cette chose s'appelle lâcher. Et je ne parle pas de pardonner, même si le pardon en fait partie. Je ne parle pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas vraiment. Je parle de quelque chose de plus précis, de plus physique presque. Je parle du moment où on pose enfin ce qu'on portait. Pendant des années, j'ai porté des choses sans m'en rendre compte. La culpabilité d'avoir été parfois une mauvaise mère, trop fatiguée le soir après l'école pour écouter vraiment ce que Thomas voulait me dire. La rancœur contre certaines personnes qui m'avaient blessée et que j'avais pardonné officiellement, mais que je continuais à rejouer dans ma tête certains soirs. Les regrets sur des chemins non pris, des mots non dits, des moments avec Michel que j'aurais voulu vivre différemment et qu'on ne peut plus rattraper parce que Michel n'est plus là. Tout ça, je le portais. Pas visiblement, pas de façon dramatique, en silence, quelque part dans le corps, dans cette zone entre les épaules que les kinésithérapeutes connaissent bien et que les émotions non digérées habitent depuis des années. Ce sont les petites choses qui m'ont fait comprendre. Un matin, en arrosant mes géraniums, j'ai repensé à une dispute que j'avais eue avec Isabelle, ma belle-fille, plusieurs années auparavant. Une dispute ancienne, résolue en apparence, dont personne ne parlait plus. Et pourtant elle était là, dans ma tête, aussi fraîche que le jour où elle s'était passée. Je me suis demandé combien d'espace cette dispute occupait encore en moi, combien de place prenaient toutes ces choses anciennes que je continuais à tenir sans savoir pourquoi. Et j'ai réalisé quelque chose de simple et de difficile à la fois. Tenir ces choses ne les changeait pas. Elles étaient passées. Elles ne pouvaient plus être différentes. La dispute avec Isabelle avait eu lieu. Les mots que je n'avais pas dits à Michel étaient restés non dits. Les erreurs que j'avais faites comme mère existaient dans le passé et y resteraient. Continuer à les porter ne les réparait pas. Ça m'épuisait seulement. Et à 79 ans, l'énergie est précieuse. Trop précieuse pour être dépensée à porter ce qui ne peut plus être changé. Lâcher ne veut pas dire que ça n'avait pas d'importance. Ça veut dire que vous choisissez de ne plus laisser le passé occuper de l'espace dans votre présent. Ça veut dire regarder la chose en face, lui reconnaître sa réalité, dire oui, ça s'est passé, oui, ça a fait mal, oui, j'aurais peut-être pu faire autrement, et ensuite poser ça doucement par terre et repartir sans. Ce n'est pas un geste qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on refait, régulièrement, parce que les choses qu'on porte reviennent parfois. Elles frappent à la porte certains soirs, quand on est fatigué ou quand quelque chose dans la journée a réveillé un vieux souvenir. Et on leur dit encore non. On les regarde, on les reconnaît, et on les pose à nouveau.
J'ai eu une conversation avec Karim un mercredi autour du thé. Il m'a parlé de son divorce, de choses difficiles qu'il avait traversées et qu'il portait encore visiblement dans la façon dont il en parlait, cette tension particulière dans la voix quand on touche quelque chose qui n'est pas encore digéré. Je lui ai dit ce que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt. Je lui ai dit, Karim, le poids que vous portez n'appartient plus à maintenant. Il appartient à avant. Et avant est fini. La seule question qui compte, c'est ce que vous faites de maintenant. Il a regardé sa tasse de thé un long moment sans rien dire. Puis il a dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai dit oui, complètement. Mais c'est la chose la plus utile qu'on puisse apprendre à faire. Voilà ce que lâcher m'a donné. Pas la légèreté d'une vie sans douleur. La douleur est là, elle reviendra, c'est la vie. Mais une légèreté différente. La légèreté de ne plus porter en plus de la douleur présente tout le poids de la douleur passée. Et ça, à 79 ans, ça change profondément la façon dont on se réveille le matin. On se réveille avec ce qu'on a aujourd'hui, pas avec tout ce qu'on a accumulé depuis 50 ans. Et ce qu'on a aujourd'hui, mes géraniums, mon café, la voix de Sophia le dimanche, le thé avec Karim, la lumière qui entre par la fenêtre du balcon, c'est déjà beaucoup. C'est même exactement suffisant. Voilà ce que j'ai compris ce mardi matin ordinaire sur mon balcon. La chose que personne ne vous dit. On passe notre vie à chercher les bonnes personnes, les bonnes relations, les bons entourages, comme si le bonheur était quelque chose que les autres pouvaient nous apporter en quantité suffisante. Et c'est vrai que les gens comptent. Karim qui monte prendre le thé le mercredi compte. Sophia qui appelle le dimanche compte. Thomas qui vient dîner et repart rassuré de me voir bien compte. Mais voici la vérité. Ces relations ne valent quelque chose que si vous êtes bien avant qu'elles arrivent. Elles ajoutent à quelque chose qui existe déjà. Elles n'ont pas le pouvoir de créer ce quelque chose si vous n'avez pas d'abord construit une relation solide avec vous-même. La relation la plus longue de votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même. Et si cette relation est inconfortable, si vous avez du mal à être seul sans vous distraire, si le silence vous pèse et si vous avez besoin de remplir chaque instant pour ne pas ressentir quelque chose que vous préférez éviter, alors aucune présence extérieure ne réglera ça. Les gens partiront, les situations changeront et vous serez de nouveau là avec vous-même. Autant apprendre à s'y sentir bien, autant apprendre que votre propre compagnie est une compagnie valable. Précieuse même, la seule qui soit garantie jusqu'à la fin. Je suis assise sur mon balcon en ce moment. Il fait frais, le ciel est de cette couleur particulière du matin, ce bleu pâle qui n'a pas encore décidé de sa teinte définitive. Mes géraniums sont là, rouges et têtus comme toujours. Mon café refroidit un peu trop vite parce que je parle au lieu de le boire. Je pense à la femme que j'étais à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Cette femme courait toujours un peu. Après quelque chose. Après le bon moment, la bonne configuration, le bon équilibre. Elle pensait que la vie se stabiliserait quand certaines choses seraient réglées, quand les enfants seraient grands, quand le travail serait moins lourd, quand Michel prendrait sa retraite. Michel est mort avant sa retraite. Le bon moment n'est pas venu parce que le bon moment n'existe pas. Il y a seulement maintenant. Ce café qui refroidit, ces géraniums, ce ciel qui choisit sa couleur, ce silence du matin que j'ai appris à aimer au lieu d'en avoir peur. Voilà les 5 choses que j'aurais voulu savoir plus tôt. Un corps qu'on respecte chaque jour parce que c'est lui qui porte tout le reste. Une stabilité financière qu'on construit avec honnêteté parce que la tranquillité d'esprit n'est pas un luxe. Une routine qui donne une forme aux journées parce que la forme est ce qui les rend vivables. Une raison de se lever, aussi petite soit-elle, parce que compter pour quelque chose change tout. Et cette 5e chose, la plus difficile et la plus précieuse, être bien seul avec soi-même. Vraiment bien, pas résigné, pas en attente de quelqu'un qui viendra remplir le vide. Bien, parce que le vrai danger, après 60 ans, après 70 ans, après 79 ans, ce n'est pas d'être seul, c'est de ne pas savoir l'être. Et une fois qu'on sait, tout change. Pas spectaculairement, pas du jour au lendemain. Doucement,
comme la lumière qui ajuste la pièce sans qu'on sache exactement quand elle a changé.